Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vous l'avez compris, la décision est désormais prise, la diplomatie a échoué, Troie refuse de rendre Hélène, la guerre devient donc inévitable. Mais avant même que le premier navire ne quitte les côtes grecques, avant même que le premier guerrier ne pose le pied sur le sol troyen, le récit prend une dimension forcément profondément tragique. Parce que tous les héros qui vont participer à cette expédition savent ou pressentent qu'ils marchent vers leur destin. Donc l'Iliade, c'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une histoire d'hommes qui avancent consciemment vers la mort. Pour comprendre ça, il faut imaginer ce que représente cette mobilisation. On est dans une Grèce encore divisée en royaumes indépendants. Mycène, Argos, Sparte, Ithaque, Pylos, Salamine, etc., etc. Chaque roi règne sur son territoire. Il n'y a pas de pouvoir central. Aucune nation grecque n'existe encore. Et pourtant, pour la première fois, presque toute la Grèce va se rassembler derrière un objectif commun. Le vieux serment, prêté des années plus tôt par les prétendants d'Hélène, entre soudain en action. Ménélas appelle les princes grecs à respecter leurs paroles. Et tous répondent. Par honneur, par ambition, par intérêt, par goût de l'aventure aussi. C'est ce qu'on dit, on rappelle le banc et l'arrière-ban, c'est exactement ça. Le goût de l'aventure, pourquoi ? Parce que tout simplement l'Asie mineure fascine les Grecs. Troie apparaît comme une cité lointaine, riche, mystérieuse, presque exotique. Pour beaucoup de jeunes aristocrates, cette expédition, ça représente l'occasion de conquérir une gloire immortelle. Et bientôt, les routes grecques voient défiler des milliers et des milliers de guerriers. Et les arsenaux se remplissent, les navires sont préparés, les provisions s'accumulent, les sacrifices religieux se multiplient. Toute la Grèce se met en mouvement. Et un problème majeur apparaît immédiatement. 2 hommes manquent à l'appel. Et pas n'importe lesquels. Ulysse et Achille. Le devin Calchas est formel. Sans eux, la victoire est impossible. Et cette annonce est révélatrice du fonctionnement du monde héroïque. Les armées comptent des dizaines de milliers d'hommes, pourtant le destin de toute l'expédition semble dépendre de quelques individus exceptionnels. Donc le premier à manquer, c'est Ulysse. Contrairement à l'image du guerrier avide de combat qu'on a souvent des héros antiques, Ulysse, lui, il veut pas partir. Il est heureux, lui. Il vient d'épouser Pénélope, son fils Télémaque vient de naître, il règne paisiblement sur son île. Leur guerre, là, tout ça, ça l'intéresse pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il irait quitter tout ça pour aller récupérer une reine infidèle, en plus, à l'autre bout du monde ? La question peut paraître absolument légitime. Et il comprend déjà ce que beaucoup refusent de voir. Cette guerre va être longue, ce ne sera pas 3 semaines. Cette guerre va être très coûteuse, elle sera meurtrière. Alors il tente d'y échapper. Par la ruse, ça reste Ulysse, toujours par la ruse. Quand les ambassadeurs grecs arrivent à Ithaque, ils découvrent un roi devenu fou. En tout cas, en apparence. Ulysse laboure le sable de la plage avec un attelage absurde composé d'un bœuf et d'un âne. Et derrière sa charrue, il sème du sel. Le spectacle est complètement grotesque. Qui est-ce qui irait semer du sel dans le sable ? Évidemment, personne. Donc la démonstration semble convaincante. Mais ils ne sont pas totalement débiles, ces gens-là. L'un des envoyés se méfie. Il connaît en plus la réputation du roi d'Ithaque, alors il accomplit un geste terrible. Il saisit le petit Télémaque et le dépose devant la charrue. Instantanément, Ulysse détourne son attelage pour éviter son fils, et sa folie disparaît, forcément, la supercherie est révélée. Et donc, pas de peau, le roi d'Ithaque est contraint de partir. La guerre vient déjà de lui arracher sa famille. Et pourtant, elle n'a même pas commencé, cette guerre. Reste maintenant le cas le plus important. Achille, le plus grand guerrier de sa génération. Peut-être le plus grand de toute la mythologie grecque en plus. Son histoire est déjà entourée de prophéties. Depuis sa naissance, sa mère Thétis sait que 2 destins s'offrent à lui. Le premier est simple, rester chez lui, tranquille, vivre longtemps et vieillir entouré des siens. Tomber progressivement dans l'oubli.
Le second est éclatant. Partir pour Troie, accomplir des exploits extraordinaires, devenir immortel dans la mémoire des hommes, mais mourir jeune, très jeune. Et Achille connaît ce choix, et c'est ce qui rend son personnage assez fascinant finalement, contrairement à beaucoup de héros tragiques, il ne découvre pas son destin après coup. Il le connaît, lui, à l'avance, et il choisit pourtant de l'accepter. Il va au-devant. Pour empêcher son départ, Thétis l'a caché sur l'île de Syros, déguisée en femme, parmi les filles du roi. Le stratagème paraît là encore extravagant, mais il montre jusqu'où une mère est quand même prête à aller pour sauver son enfant. Et pendant un temps, la ruse fonctionne. Achille vit sous une fausse identité. Et il tombe amoureux. Et il devient père. Et donc une vie normale s'offre à lui, ça devient possible. Mais Ulysse arrive. Et avec lui, une nouvelle ruse. Déguisé en marchand, il présente aux jeunes filles des bijoux, des parfums, des tissus précieux, et au milieu de ces objets féminins, il place discrètement des armes magnifiques. Et le piège fonctionne immédiatement, ils sont complètement crétins, ces héros, finalement. Toutes les jeunes filles admirent les bijoux, mais une seule personne s'intéresse aux armes, évidemment Achille, et le guerrier se trahit lui-même. Il est découvert. Et lorsque les Grecs lui proposent de rejoindre l'expédition, il accepte presque sans hésiter. Parce que malgré l'amour, malgré la famille, malgré les avertissements, malgré la certitude de mourir, quelque chose est plus fort que tout ça. La gloire, le kléos, comme disent les Grecs, cette renommée immortelle qui permet à un homme de survivre dans la mémoire des générations futures. Pour un Grec de l'époque héroïque, mourir jeune, mais entrer dans la légende, vaut mieux que vivre longtemps dans l'anonymat. Je vous laisse avec l'idée, chacun choisit. Achille choisit donc consciemment son destin. Et ce choix constitue l'un des moments les plus bouleversants de toute la mythologie. Il ne s'en va pas parce qu'il ignore le danger, il part parce qu'il sait exactement ce qu'il attend, encore une fois. Il embarque accompagné de ses 50 navires et de ses redoutables myrmidons. Parmi eux se trouve Patrocle, son compagnon le plus proche, celui dont la mort va bouleverser bientôt tout le cours de la guerre. Enfin, toute l'armée se rassemble dans le port d'Aulis. Des centaines de navires couvrent la mer. Les plus grands chefs grecs sont réunis là, il faut imaginer ça. Jamais le monde grec n'a connu une telle concentration de puissance militaire. Pourtant, au moment même où la flotte s'apprête à partir, un nouvel obstacle surgit. Les vents disparaissent. La mer devient immobile. Ça fait beaucoup quand même. Les navires restent bloqués. Oui, il n'y a pas de moteur, donc on n'avance qu'avec le vent. L'expédition entière semble paralysée. Les chefs interrogent Calchas. Et sa réponse glace l'assemblée. Artémis refuse de laisser partir la flotte. Elle exige une victime. Et pas n'importe laquelle. Vous la connaissez, Iphigénie, la fille d'Agamemnon, le commandant suprême des Grecs. Et là, le dilemme est atroce. Sacrifier sa propre fille ou condamner toute l'expédition. On peut balancer, Agamemnon hésite, il souffre, alors il est grec, donc il pleure, mais il finit par céder, il fait venir sa fille sous prétexte de la marier à Achille. L'un des mensonges quand même les plus terribles de toute la mythologie. Quand la jeune fille arrive, le piège se referme, elle est conduite devant l'autel, tous comprennent, personne n'intervient. Même les plus grands héros détournent le regard. L'armée grecque tout entière repose maintenant sur le sacrifice d'une innocente. C'est un moment essentiel, parce qu'avant même d'atteindre Troie, cette guerre exige déjà son premier tribut. Le sang, toujours le sang. Et c'est peut-être là que réside l'un des plus grands messages du récit. Ces hommes rêvent de gloire, les poètes chantent les héros, mais avant chaque victoire, avant chaque exploit, avant chaque légende, quelqu'un paie toujours le prix. Et ce prix est souvent payé par les innocents.